Les parents sont de braves gens qui affectionnent leurs enfants, ça se comprend. Mais leurs sentiments débordants parfois deviennent encombrants, même gênants. Car l'amour même maternel est fait d'égoïsme éternel chez les parents. Leurs rejetons sont merveilleux et le monde finit avec eux. À certains moments, c'est odieux, braves parents. Les parents sont bien un des principaux problèmes de l'école actuelle, comme l'école est un problème pour bon nombre d'entre eux. Comme je l'ai déjà abordé, cela tient entre autres à la conception du système éducatif en chaîne tayloriste scolaire de type industriel qui ne peut fonctionner qu'en transformant l'enfant sujet en élève objet. Or, nous l'avons vu aussi, enfants et parents constituent une entité qui, si elle doit se séparer pour que l'enfant devienne autonome, ne peut le faire que progressivement. À l'école, l'enfant est encore partie du parent et le parent partie de l'enfant. C'est simplement un fait dont il est impossible de ne pas tenir compte. Il est facile de le percevoir lorsque, par exemple, la sanction infligée à un enfant dans l'école est ressentie dans sa chair par le parent, et à l'inverse, la récompense de l'enfant dont le parent s'enorgueillit lui-même. La question est donc d'une part, comment en tenir compte, d'autre part, comment faire du parent un acteur de l'école. La joie les fait devenir idiots, ils sanglotent devant leurs marmots, tendres parents. Le visage du Nous nous placerons sur deux plans, celui de l'organisation structurelle de l'école, celui plus psychologique de la transformation des comportements et la création de nouveaux habitus. Abordons aujourd'hui le plan structurel. C'est relativement facile. Nous avons déjà vu que ce qui doit fonder l'espace scolaire, c'est le projet éducatif. Son élaboration n'est possible que s'il peut être situé dans une problématique. On considère toujours l'école comme une adjonction de problèmes isolés et du coup insolubles, alors qu'il s'agit toujours d'une problématique. Cette problématique, il incombe aux professionnels de l'exposer. Elle comprend de nombreux paramètres. Les connaissances sur la construction des langages, sur le développement physiologique, psychologique et cognitif de l'enfant, les finalités assignées par l'État, mais nous verrons plus tard que ces finalités devront être réinterrogées, les conditions environnementales, les conditions économiques et sociales du territoire, le tissu socio-culturel existant, etc. Et bien sûr, les parents font partie de cette problématique. C'est à partir de cela qu'un projet éducatif peut être élaboré. Par qui? Évidemment, par tous ceux concernés et impliqués, voire même ceux ciblés quand ce sont des adolescents. Donc, aussi les parents. Et que doit-il déterminer? C'est un exercice collectif difficile parce qu'il doit faire ressortir des principes, des aspirations qui deviennent partagées. Qu'est-ce que l'on attend de l'école? Qu'est-ce que l'on en attend pour nos enfants? Dans tous les projets éducatifs parentaux que j'ai eu soit à animer, soit à étudier, ce que l'on retrouve constamment, c'est le bien-être, l'épanouissement, le respect de l'enfant, le respect des rythmes, l'ouverture au monde, et bien sûr aussi la réussite sociale. Ce qui rend optimiste quant à ce qui anime un bon nombre de parents. Mais on craint beaucoup de se lancer dans une telle entreprise. Enseignants comme parents, mais aussi l'administration, les élus. On subodore que cela va être la foire d'empoigne, l'impossible conciliation d'opinions, de croyances, de certitudes. Il est vrai que notre apparente démocratie donne de bien mauvais exemples. Or, une longue pratique m'a permis de constater que l'on arrive toujours à un consensus. Parce que, dans ce qui est une longue réflexion et discussion collective, celui ou ceux qui la dirigent et l'animent, parce qu'ils sont
professionnel, donc extérieur à la communauté, peut tout entendre sans en être affecté. Ils doivent avoir la capacité de reconnaître chacun dans sa parole. Or, que ce soit pour des enfants ou pour des adultes, la reconnaissance est la base de tout échange. À partir de cette reconnaissance, on peut alors approfondir toute opinion et la confronter à d'autres opinions, en même temps qu'aux faits, à ce qui est établi par les dernières avancées scientifiques, aux nombreuses expériences connues. Et le consensus s'obtient toujours parce qu'il a pour tous le même objet: l'enfant ou l'adolescent. Un enfant dont la construction dépendra de ce que seront l'espace et la communauté dans lesquels il va vivre. L'intérêt individuel se réalisant dans l'intérêt collectif. Cela, tout le monde finit par le comprendre. À partir de là, c'est fini. Ils empoisonnent leurs amis, les bons parents. L'enfant est leur unique souci. Tout le restant est aboli pour les parents. Vous passerez pour un balourd si vous ne dites pas « Ah, ce qu'il est lourd » aux bons parents. Et s'ils s'oublient sur vos genoux, ils vous diront d'un petit... Les professionnels vont décliner le projet éducatif en un projet pédagogique qui sera exposé aux parents et à la communauté éducative élargie aux élus et aux autres impliqués dans le champ éducatif. Il est important que chacun connaisse le fonctionnement de l'espace scolaire, soit parce qu'il est directement concerné, soit parce qu'il aura à l'aider à fonctionner ou à y participer. Le projet pédagogique établit des stratégies. J'insiste sur le mot stratégie. Nous ne sommes plus dans les méthodes, mais dans la complexité. Une stratégie est toujours une hypothèse, même si elle est très bien étayée. On peut toujours être dubitatif quant à son efficience. On ne peut l'accepter que si l'on sait que, suivant ses effets, elle pourra être modifiée, aménagée, réorientée, qu'elle est toujours provisoire. Les stratégies doivent donc être soumises régulièrement au constat. Or, le pouvoir de constat appartient aussi à tous, qu'on le veuille ou non. Le constat est aussi un pouvoir partagé des parents. Je sais bien que cela inquiète aussi tout le monde. On se doute que les constats vont être contradictoires suivant les personnes, les moments, ce que l'on veut constater, ce que l'on apprécie, ce dont on se soucie. On craint aussi que les constats débouchent sur des critiques, des contestations, une dénégation des professionnels. L'école traditionnelle les évite soigneusement et se satisfait d'évaluations qui ne produisent que des chiffres et ne constatent pas grand-chose, ne remettent rien en cause si ce ne sont les enfants et les parents. Tout constat est d'abord un apport. Là encore, le rôle et le comportement des professionnels est important. En acceptant comme réalité subjective tous les constats exprimés, en particulier s'ils sont exprimés au sein de la communauté éducative. D'une part, les professionnels ne nient pas les personnes qui les expriment. Ils doivent même les aider à les exprimer. Toujours l'importance de la reconnaissance. D'autre part, les professionnels vont aider à ce que les constats soient objectivés, contextualisés, approfondis. La confrontation, alors avec des constats différents, devient possible. L'ensemble prend du sens, devient utile. Et puis surtout, c'est la succession chronologique régulière des constats et leur évolution qui devient significative et rassurante, en même temps que l'histoire de la structure portée par tous les parents. Dans cette histoire, chaque parent apporte sa propre expérience de ce qu'il y a vécu, de ce que son enfant y a vécu. Dans la confrontation des constats, le poids de l'expérience des autres est aussi important que le poids du savoir professionnel. N'oublions pas que nous nous situons dans une école du troisième type, structure multi-âge, qui, de ce fait,
s'est construite une histoire dont chacun est porteur à tour de rôle. De ce fait aussi, les parents y constituent une entité. Je peux témoigner qu'en plusieurs dizaines d'années d'intégration des parents dans l'élaboration, les orientations et le suivi des stratégies, à aucun moment ma qualité de professionnel n'a été remise en cause. À aucun moment nous ne sommes arrivés à des situations conflictuelles alors que l'école était devenue un autre monde bizarre pour les autres. Vous avez bien sûr remarqué que j'ai employé le terme de professionnel à la place de celui d'enseignant. Simplement parce que dans une école du troisième type, leur rôle dépasse largement celui d'enseigner, de transmettre. Ils ont à piloter des systèmes vivants composés d'autres systèmes vivants. Car on pourra toujours chercher, on ne pourra jamais trouver rien qui puisse nous remplacer, nos vieux parents.